Donc bienvenue à cette présentation des aides aux moyens techniques de production et de diffusion du CNC. Donc je suis Julie Gossens, en charge du collège tournage des aides aux moyens techniques. Alexis Vipret, en charge du collège diffusion des aides aux moyens techniques. Et je suis Guillaume Arthuis de Bebright, donc pas du tout dans le CNC, mais en revanche on a eu la chance de bénéficier des aides du CNC l'année dernière et cette année, et donc j'interviens à ce titre. Et merci beaucoup d'intervenir à ce titre. Voilà, pour avoir cette année un retour d'expérience, parce que d'habitude on fait des présentations générales, et là on s'est dit que c'était intéressant pour que ça soit plus concret, le genre de projet qu'on soutient et comment ça se passe. Donc je vais commencer tout de suite. Les aides aux moyens techniques, ce sont donc des aides sélectives qui s'adressent aux entreprises et aux associations qui portent des projets techniques, qui concourent à la création, à la fabrication, la production, la diffusion ou la conservation des œuvres cinématographiques, audiovisuelles, mais également jeux vidéo. Donc c'est un dispositif qui est doté d'un budget de 8 millions d'euros. Son objectif est de renforcer la compétitivité, l'attractivité et l'indépendance des filières, donc en assurant la consolidation industrielle de l'appareil de production, en stimulant l'innovation au service de la fabrication et de la diffusion des œuvres et en réduisant l'empreinte carbone. C'est pour adresser tout type de projet technique, on a 3 collèges. Donc nous aujourd'hui avec Alexis, on représente les collèges tournage et diffusion. Donc le collège tournage, il est en charge de l'analyse de projets techniques en lien avec les enjeux de fabrication d'œuvres en images réelles, donc le live action. Ça va de la pré-production à la post-production. Et on va s'adresser donc aux constructeurs et aux loueurs de matériel, aux studios de tournage et de post-production, aux laboratoires, aux éditeurs de logiciels de gestion de production et aux prestataires de prise de vue. On a ensuite un collège production numérique qui est en charge de l'analyse des projets techniques en lien avec les enjeux de fabrication en images numériques, qui va adresser les secteurs de l'animation, des VFX, du jeu vidéo et de l'immersif. Et enfin, le collège diffusion qui est en charge de l'analyse des projets techniques en lien avec les enjeux de diffusion, d'exploitation et de conservation des œuvres. Donc pour ces 3 collèges, on a une présidence commune et ils sont tous composés de 9 experts sectoriels. Donc ça fait 10 experts par commission. Comme on a un budget annuel de 8 millions d'euros par an, on peut, le budget moyen d'une commission, c'est 650 000 euros. Alors, on a 3 types d'aides qui sont là à votre disposition. Tout d'abord, des aides à la faisabilité. Donc là, ça va être pour des projets qui ne sont pas encore totalement matures, qui ont besoin de lever certains verrous technologiques, juridiques ou économiques pour pouvoir passer à une phase de lancement avec donc le lancement d'un produit ou d'un service. Ça va être une aide qu'on va solliciter pour la réalisation de prototypes, notamment. On a ensuite l'aide à la réalisation de projets. Donc ça, c'est pour aider des projets d'investissement en matériel et en temps homme, pour mettre à disposition un nouveau produit ou service, mais aussi pour améliorer des processus de production interne. L'objectif, c'est vraiment d'aider à la prise de risque dans l'investissement, à l'innovation, à la différenciation, et donc aider les entreprises à trouver leur avantage concurrentiel. Et enfin, on a une aide aux opérations à caractère collectif, qui est une aide qui va soutenir des manifestations ou des études qui peuvent concourir à la bonne information et la bonne communication entre les professionnels. C'est une aide qui s'adresse principalement à des structures associatives qu'on va aider donc à monter des événements et à partager des éléments d'analyse. Alors, des informations importantes à savoir. Donc, les entreprises éligibles chez nous, elles ne doivent pas être détenues par des capitaux extra-européens. Pas de critères sur l'âge ou la taille, par contre. Il y a aussi au niveau... Alors, il faut bien faire la distinction. Nous, on est une aide à l'entreprise. On n'est pas une aide aux œuvres, contrairement aux autres aides du CNC. Donc, il est important de bien faire la part des choses entre ce qui va être un développement pour une œuvre spécifique et ce qui va être un développement technique et industriel qui va consolider votre entreprise. Donc, c'est cela qu'on va prendre en charge. La durée des projets, idéalement, elle doit être entre 12 et 14 mois. Si c'est un projet qui va prendre plus de temps à mettre en place, on vous invite à le phaser, donc à le présenter en 2 phases. Et lorsque cette première phase, par exemple, qui va durer 1 an est terminée, vous revenez vers le comité pour mettre en place la phase 2. Vous pouvez demander maximum pour une aide à la réalisation 200 000 euros de subvention. On va voir après comment ça se calcule. La subvention, c'est un prorata.
Voilà, pour le reste, donc les collèges et les différentes aides. Alors, je vais rentrer maintenant dans les dépenses éligibles. Il faut partir du principe que la majorité des dépenses, enfin l'ensemble des dépenses pour réaliser votre projet technique sont éligibles. Et on voit que donc il y a différentes dépenses qui peuvent être prises en compte, que ce soit de l'investissement matériel, du temps home, des études, du recours à de la prestation, tout ce qui est formation, participation à des foires et salons à l'international, et des dépenses de promotion qui sont plafonnées à 20% du budget total prévisionnel. Donc pour inciter les entreprises à penser dès le début, dès l'amorce du projet, la promotion et la commercialisation du produit ou service. On voit que ce taux d'intervention, il varie selon le poste de dépense. Ces dépenses, elles sont régies par le règlement général d'exemption par catégorie, donc c'est un règlement européen. Et aussi selon la taille de l'entreprise. On a aussi dans le tableau ce qui est indiqué DM, là c'est quand on passe sur un autre régime qui n'est pas du RGEC mais du de minimis. Donc la règle c'est une entreprise ne peut pas toucher plus que 300 000 euros de subventions publiques sur 3 années glissantes. Et on voit que pour la promotion, le taux d'intervention, donc on peut soutenir jusqu'à 100% de ces dépenses en promotion, mais c'est du de minimis. Voilà. Je vais juste un peu plus rentrer dans les types de dépenses. Il y a aussi des sous-dépenses, c'est-à-dire investissement de référence, ça va prendre en compte de l'achat de matériel, mais aussi la création de postes en CDI, par exemple. La formation, vous allez avoir à la fois le temps du formateur, le temps des personnes formées. Vous allez avoir pour la participation de foire et salon, c'est la construction et la location des stands. À savoir, chaque année, on soutient dans le cadre des opérations à caractère collectif des organisations qui vont organiser des pavillons France. Notamment cette année, on a soutenu la CCI Île-de-France pour l'organisation du pavillon France à l'IBC à Amsterdam. Donc ça se fait sans nous. Vous pouvez contacter ces structures et elles répercutent la subvention dans leur offre tarifaire. Donc voilà, ça vous permet d'exposer sans devoir déposer un projet aide aux moyens techniques. Sinon, nous, effectivement, si vous voulez exposer participation, foire et salon, ça peut pas être des dépenses isolées. Il faut qu'elles soient prises dans un ensemble plus vaste de développement, d'investissement technique. Dernière info importante sur les dépenses, une dépense n'est éligible qu'à partir du moment où vous avez déposé votre dossier au CNC. C'est pas une aide rétroactive. Donc pensez bien dès que vous êtes au début d'un projet d'investissement à nous contacter les chargés de mission pour discuter de votre projet, voir s'il est éligible et surtout démarrer un dépôt pour pouvoir démarrer votre projet. Donc je vais laisser la parole à Alexis qui va vous expliquer maintenant quels sont les critères et donc la grille d'analyse appliquée par nos experts. Oui, tout à fait. Juste pour rebondir sur ce que disait Julie, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. On est vraiment à votre disposition. On est là pour ça. Donc pour toute question sur le dispositif, un projet, vérifier l'éligibilité, les dépenses que vous souhaiteriez nous présenter, prenez contact avec nous avant de déposer. On gagne collectivement du temps et on vous oriente au mieux pour rédiger le projet. Donc effectivement, les critères d'évaluation, vous les avez à l'écran. Donc il y a des critères pour l'aide à la faisabilité et l'aide à la réalisation qui sont différents des critères de l'opération à caractère collectif. Donc sur les aides à la faisabilité et à la réalisation, ils sont globalement similaires. Ce qui va varier, c'est le degré de maturité attendu par rapport au projet. Évidemment, sur un projet de faisabilité, on va être un petit peu moins exigeant, on va demander aux experts des choses un petit peu différentes. Donc l'idée derrière ces aides au projet, c'est de vous interroger sur à quoi sert votre projet. Est-ce qu'il répond à un besoin? Est-ce que vous avez testé ce besoin auprès de marchés cibles? Est-ce qu'il s'inscrit de manière cohérente dans une stratégie d'entreprise? Est-ce que vous faites les bons choix? Les choix techniques, les choix en termes de ressources humaines qui vont être associés au projet. Est-ce que le marché, l'analyse du marché que vous avez effectuée est cohérente par rapport aux besoins auxquels vous essayez de répondre? Et donc nos experts vont statuer sur les différents éléments qui sont à l'écran. Julie l'a dit, mais on est sur une aide à l'innovation dans le sens de différenciation dans un marché concurrentiel. C'est-à-dire par rapport à un état de l'art que vous allez nous décrire dans le dossier, par rapport à un état de l'art marché, état de l'art concurrentiel, état de l'art technique, comment est-ce que vous vous inscrivez dans une réelle logique d'innovation. Et vous allez nous présenter les avantages compétitifs, évidemment, des projets que vous nous présentez.
L'intégration des enjeux environnementaux, on revient dessus évidemment, parce que c'est devenu extrêmement important. C'est un critère phare. Il faut avoir réfléchi à sa trajectoire écologique. Donc dans quelle mesure ce projet s'inscrit dans la trajectoire écologique de l'entreprise. La trajectoire vous sera demandée au niveau de l'entreprise et au niveau du projet. Voilà, parler des conceptions s'il y a lieu, de recyclage s'il y a lieu, de circuits courts, etc. Tout ce qu'on connaît maintenant très bien sur les enjeux environnementaux, la collecte de données pour des bilans carbone, etc. Ensuite, la cohérence du budget. Est-ce que l'investissement que vous nous présentez, il est cohérent par rapport au profil de votre structure, à la taille de votre entreprise? Est-ce que vous avez déjà des financements, privés ou publics, qui vous permettent d'amorcer le projet? Notre aide, c'est une aide qui fait effet de levier sur des projets menés par l'entreprise. On reviendra sur des exemples et les montants qui sont attribués pour vous donner un peu des ordres de grandeur de ce qu'on est en mesure d'accompagner. Voilà, le modèle économique doit être solide et cohérent à l'échelle de l'entreprise. Sur une étude de faisabilité, comme je l'évoquais, on ne va pas vous demander exactement les mêmes éléments de modèle économique, puisqu'on est sur un degré de maturité qui est évidemment pas du tout le même. Mais en revanche, on va vous interroger sur la capacité de l'entreprise à mener la démarche à son terme. Est-ce que vous êtes un acteur qui est bien dimensionné pour aller au bout de ce projet? Encore une fois, en termes d'investissement, en termes d'équipe et en termes d'ambition. Sur les opérations à caractère collectif, donc Julie l'a évoqué, on est sur quelque chose d'un petit peu différent. Notre objectif, il est d'aider la filière à monter en compétence sur des sujets techniques avec des rendez-vous d'échange et des rendez-vous de partage de bonnes pratiques. Donc on s'adresse à des manifestations qui s'adressent elles-mêmes à des professionnels. Ça, c'est extrêmement important. On n'adresse pas du tout des sujets de grand public, festival grand public. Tout ça est vraiment hors scope. Ça peut être aidé au CNC par ailleurs, mais c'est pas du tout l'objet de ce volet opération à caractère collectif. Donc, on est sur des salons professionnels autour des industries techniques ou des études qui vont profiter aux professionnels des filières qu'on adresse. Donc, principalement des assos, mais pas que. Et pour ce qui est des critères d'évaluation, donc on va être sur ce que vous voyez à l'écran. Donc vraiment une logique de mission d'intérêt général pour les filières techniques du cinéma, de l'audiovisuel, du jeu vidéo, de la création immersive, tout ce que le CNC adresse par ailleurs évidemment. Pertinence du format, pertinence de la stratégie de communication et évidemment la capacité de financement et d'organisation de l'opération. On est sur un taux d'intensité jusqu'à 75% de taux d'intervention, Julie l'a évoqué. Je précise que c'est très rare qu'on aille jusqu'à 75%, on est plutôt, en tout cas dans mon collège, autour de 50%. Voilà. Mais c'est vraiment l'impact sectoriel qui va être pris en compte sur ce volet-là. Peut-être des informations. Ah oui, non, il y a la grille d'analyse spécifique sur l'IA. Sur l'IA, donc vous avez vu, ça revient partout dans nos discussions. On en a discuté globalement dans toutes les interventions aujourd'hui et hier. Donc c'est un sujet que le CNC surveille de manière très rigoureuse. On est extrêmement attentif à tout ce qui se passe sur ce marché-là, enfin sur ces nouveaux usages. Donc on a co-construit avec la commission précédente, qui a été renouvelée en octobre, une grille d'analyse IA qui se superpose un petit peu avec les critères qu'on a déjà en place, qui est une approche basée sur, si on veut, la conscientisation du risque. C'est-à-dire on incite les entreprises à se poser les bonnes questions sur ces technologies, qui apportent évidemment plein d'opportunités, qui peuvent constituer des risques par ailleurs. Donc on veut que transparaissent dans les dossiers l'ensemble des points qui sont évoqués là. Donc sur la maîtrise de la technologie et de la donnée, les enjeux juridiques, les impacts sociaux et environnementaux, et la garantie de transparence de l'information auprès des utilisateurs et la protection du public. Si on rentre un tout petit peu dans le détail, donc sur la donnée, on va vous demander quels sont les datasets qui vont être utilisés, quels sont les LLM qui vont être utilisés, est-ce qu'on est sur une surcouche, on en utilise plusieurs, comment vous construisez vos API. Sur la techno, évidemment, on est extrêmement attentif sur tous les modèles que vous allez utiliser. La sécurité, comment est-ce que vous protégez vos données. Sur les enjeux juridiques, on va retrouver les enjeux de propriété intellectuelle et industrielle, et toutes les questions de données personnelles, évidemment.
Et sur les impacts sociaux et environnementaux, voilà, la réduction de la pénibilité, est-ce qu'il y a un impact social, est-ce que c'est des technologies qui se substituent à l'humain dans vos entreprises, etc. Et sur la transparence et la protection des utilisateurs, tous les enjeux de confiance et de fiabilité, de protection des publics, pour éviter tout biais, tout désinformation, évidemment, qui sont des risques inhérents à cette technologie. Donc, et ce qu'on indique en bas et qui est finalement un résumé de tout ça, il faut que le recours à l'IA soit pleinement justifié par rapport aux autres choix, aux autres alternatives technologiques. Alors, de manière très pratique, on est encore dans les temps, ouais. Les dossiers de demande, tout est sur le site du CNC, donc on vous invite à consulter ce lien, où vous allez obtenir l'ensemble des informations. Il y a une page générale pour les 3 collèges, avec un certain nombre d'informations, et il y a ensuite une page par collège, sachant que les dossiers sont les mêmes, hein, d'un collège à l'autre. On a segmenté en 3 collèges pour avoir davantage d'expertise dans nos comités d'experts. Puisqu'on couvre des secteurs qui sont tellement différents d'un collège à l'autre, et y compris dans une commission comme la commission diffusion, dans le collège diffusion, pardon, où on adresse l'exploitation, la VOD, l'immersif, le jeu vidéo, on avait besoin, voilà, de construire des comités d'experts très représentatifs de nos enjeux. Donc voilà, on a 30 experts au total, et on a segmenté en 3 collèges, mais les dossiers finalement sont les mêmes, et vous pouvez tout à fait déposer à un collège, et à la lecture de votre dossier, on vous dira, ben non, c'est plutôt de la production numérique. En tout cas, les experts de la production numérique seront plus à même de juger de la qualité de votre dossier. Donc là-dessus, pareil, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous pour qu'on en discute avant, mais pas d'inquiétude si vous déposez à un collège et vous êtes redirigé. Donc il y a 2 documents par entrée. Pour résumer un petit peu ce qui est attendu sur les dossiers, il y a un dossier Word où vous décrivez le projet, et il y a une annexe financière Excel où vous nous présentez le budget prévisionnel, les dépenses, les éléments chiffrés sur votre entreprise, etc. Sur le document Word, donc c'est une approche assez classique en entonnoir, donc il y a 3 parties. Une partie présentation de l'entreprise, une partie le projet et son environnement, donc en quoi, encore une fois, votre projet répond à la stratégie d'entreprise et en quoi consiste votre projet. Et la 3e partie, c'est l'exécution du projet, de manière assez classique encore une fois. Comment est-ce que vous construisez la roadmap projet, les postes de dépenses prévus, les équipes, etc. Donc c'est un dossier qui vous oblige à formaliser une stratégie vertueuse et une démarche pédagogique qui finalement sera toujours gagnante pour vous. Donc ça peut aussi vous inciter à vous poser les bonnes questions. On en parlait sur l'IA, mais c'est vrai pour les autres, évidemment les autres sujets. Donc les dossiers Word sont limités en nombre de pages, mais n'hésitez pas à fournir tout ce que vous voulez en annexe, des vidéos, vous mettre en scène pour présenter des projets, etc. Tout ça est évidemment extrêmement complémentaire et utile. Voilà. Peut-être quelques points importants sur la convention. Donc, si le projet est soutenu par le CNC, on met en place une convention entre le CNC et votre structure. Il y a un premier versement de la subvention qui est de 60% à la signature de la convention, et le solde sera versé à la fin du projet en fonction des dépenses réalisées, puisqu'on va vérifier ligne par ligne votre devis prévisionnel et le devis définitif. On va vérifier que vous avez bien engagé évidemment les dépenses sur lesquelles vous vous étiez engagé. Et donc c'est dans un délai de 2 ans. Julie évoquait la durée moyenne d'un projet, mais les conventions peuvent aller jusqu'à 2 ans, voire 3 avec une prorogation d'1 an. Donc tout doit être justifié, on attire vraiment votre attention là-dessus, frais internes comme frais externes, tout est vérifié par le CNC. Et un bilan technique doit être fourni également, où vous allez nous décrire comment s'est passé le projet, les difficultés rencontrées, les opportunités de marché, où vous en êtes tout simplement. Voilà nos contacts. En bonus, peut-être vous donner quelques statistiques avant de laisser la place à Guillaume. Sur le taux de sélectivité, il est de 45% sur l'ensemble des collèges. Donc c'est à peu près un dossier sur 2 qui passe, sachant qu'au collège diffusion, par exemple, on est plutôt à 1 sur 3. Voilà le nombre de projets soutenus par collège en 2024, donc 21 sur le tournage, 22 sur la diffusion et 39 en production numérique. Voilà, production numérique, c'est le collège où on a le plus de dossiers, un peu naturellement, parce qu'on adresse les studios d'animation de jeux vidéo, qui ont quand même pas mal d'innovations. Donc on
on essaye d'évangéliser sur les autres collèges, mais il y a naturellement un petit peu moins d'innovation, notamment sur le tournage. Et les montants moyens attribués par projet, par commission, donc sur 2024. Sur le tournage, on est à 80 000 euros. En diffusion, on est à 60 000 euros. Et en production numérique, à 75 000 euros. Pour vous donner un peu, mais on a des projets à 5 000 comme à 200 000. On incite les entreprises à ne pas déposer, c'est un peu ce qu'évoquait Julie en termes de phasage, à pas aller au-delà de 200 000 euros. Et sur les opérations à caractère collectif, c'est extrêmement variable. Tu parlais de l'IBC où on va jusqu'à des 200 000 euros pour des structures qui portent des pavillons en France importants, comme des petites manifestations à 2 ou 3 000 euros ont déjà été soutenues. Donc voilà, on a été long, on reviendra sur des questions évidemment à la fin s'il y en a, où vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous avec nous dès la fin de cette présentation. Donc on a invité Guillaume parce que le projet est assez emblématique finalement de ce qu'on est susceptible d'accompagner et ça cochait pas mal de cases, vous verrez c'est un projet en partenariat et tout ça. Bon, je te spoil pas plus. Très bien, donc je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails techniques de ce projet. On est dans le collège diffusion, donc sur des choses quand même assez complexes qui peuvent vite devenir rébarbatives. Alors, on va passer au slide suivant. Donc rapidement, c'est un projet qui a été réalisé en partenariat avec une autre société, SGT, société française aussi comme Bebright, et donc on a réalisé ce projet avec les deux entités. Donc, rapide présentation de la société Bebright et de SGT dans la foulée. Bebright, on est une société française que j'ai créée il y a un peu plus de 10 ans. On est installé à Rennes et nous sommes un fabricant d'équipements broadcast. Donc, équipements broadcast, ça va être des équipements de diffusion ou de réception de signaux qui sont installés dans les chaînes de télévision pour générer une chaîne de télé. Pour faire très simple, on a un focus métier assez particulier. On a démarré en 2013 avec une spécificité, ne traiter que de la vidéo ultra haute définition. C'était ambitieux en 2013, c'était même un petit peu trop tôt parce qu'il n'y avait pas de marché, ce qui nous a obligés à partir un petit peu vendre à l'étranger pour trouver des applications. Dans notre historique, on a rejoint un groupe français aussi, Hexaglobe, début 2024. Donc maintenant, on fait partie de ce groupe, Hexaglobe Group, qui regroupe 3 entités françaises. Bebright sur les métiers de la contribution vidéo et des serveurs de diffusion. SGT, société historique de l'automation, c'est-à-dire les logiciels qui pilotent les chaînes pour savoir à quel moment on va jouer une publicité, quand lancer un film. Donc vraiment la pièce maîtresse de pilotage d'une chaîne de télé. Et puis Hexaglobe, entité historique du groupe, qui est plus sur les métiers du service et de la diffusion OTT et numérique. Rapidement, donc Bebright, relativement petite société, on est sur un marché face à des sociétés beaucoup plus importantes que nous. Je le précise parce que l'aide du CNC a eu un rôle significatif pour nous. On est une petite structure sur un marché contre des sociétés américaines, je pense à Imagine, à Harmonic, à Amagi, donc des sociétés qui ont plusieurs centaines d'ingénieurs pour développer leurs produits. Donc nous, on est plutôt un tout petit fabricant sur ces métiers-là, mais avec des clients quand même intéressants. On a aujourd'hui un tiers de notre activité en France, un tiers en Europe et un tiers aux États-Unis. Donc en France, on travaille avec des sociétés comme TF1, Canal+, France Télévisions, mais aussi aux États-Unis avec des grands groupes de médias comme Fox, NBC Universal ou DirecTV ou Sky en Angleterre, par exemple. Et donc, on a décidé de lancer un projet l'an dernier, le projet Meta UHD, qui s'est déroulé concrètement par rapport au CNC de septembre 2024 à août 2025. Donc, on vient de le terminer. On vient d'avoir l'accord du CNC qui a validé nos justificatifs. Donc, il vérifie bien tout. C'était pas du pipeau. Bulletin de salaire, le moindre détail est scruté. Là-dessus, il y a pas de problème de rigueur. Je confirme. Donc le problème de départ de ce projet, en fait, c'est un projet qui est venu d'un client. Donc je le précise aussi parce qu'on a démarré ce projet avec un client en France, une grande chaîne privée, on va dire ça comme ça, en France, qui souhaitait améliorer sa qualité de diffusion. Aujourd'hui, on est habitué, c'est un petit peu malheureux, aux plateformes comme Netflix ou Amazon qui vous diffusent des films en très haute qualité avec du Dolby Atmos, du Dolby Vision, des formats HDR avancés. Et ils arrivent à le faire assez facilement parce qu'ils récupèrent directement les fichiers des studios en très haute qualité avec toutes les métadonnées de production et ils génèrent leur diffusion de vidéos à la demande à partir de ces fichiers en extrêmement haute qualité.
Aujourd'hui, une chaîne linéaire, donc une chaîne classique qui diffuse 24/7, elle travaille avec des fichiers qu'on appelle des PAD, qui sont des fichiers relativement simplifiés dans lesquels on a de la vidéo et de l'audio. Ça marche très bien pour de la télé classique, mais quand on veut faire de la très haute qualité en ultra haute définition, avoir des sons, de l'audio immersif et des formats HDR un petit peu avancés, on perd ces métadonnées et les chaînes linéaires aujourd'hui ne sont pas capables d'atteindre ce niveau de qualité. Et donc c'est un petit peu frustrant, on a des chaînes qui dépensent des fortunes pour diffuser de la vidéo 24/7 et qui n'arrivaient pas jusqu'à ici à atteindre le niveau de qualité de Netflix. Donc ça c'était le problème de départ et un broadcaster français voulait apporter une solution et pouvoir diffuser ces meilleurs films avec la meilleure qualité possible et avoir le même niveau de qualité que ce qu'on trouve depuis 2-3 ans maintenant sur Netflix ou autre. Donc problème de départ. Problème super intéressant, mais très compliqué. Les difficultés, voilà, c'était très, très complexe de garantir qu'une œuvre cinématographique en télé linéaire, elle arrive sur l'écran du consommateur avec la même qualité que la diffusion cinéma, avec la même intention colorimétrique et le même mixage audio. Et puis, autre difficulté vraiment plus métier pour les chaînes de télé, c'était... comment gérer dans une même chaîne la présence de fichiers anciens, des documentaires qui ont été tournés il y a 10, 15, 20 ans, quand il n'y avait pas de HDR, pas d'audio spatialisé immersif, et donc l'alternance de fichiers, on va dire standard, stéréo, avec une colorimétrie standard, et puis alterner ça avec des films de très haute qualité, avec des métadonnées. Donc il fallait régler ces deux problèmes. Comment gérer l'alternance de fichiers normaux et de fichiers de très haute qualité, et comment garantir que sur une télé grand public, on puisse diffuser en télé linéaire avec la meilleure qualité possible. Donc ça, c'était le problème de départ. Bon problème. L'objectif du projet, voilà, c'était de fournir pour cet opérateur une solution qui permettait de transporter toutes ces métadonnées de post-production jusqu'à la tête de réseau. Donc la tête de réseau, en gros, ce sont les équipements qui vont aller encoder la vidéo pour vous la diffuser à travers le satellite, à travers Internet ou à travers la TNT. Et l'idée était de transmettre toutes ces métadonnées de très haute qualité jusqu'à la tête de réseau, ce qui était impossible jusqu'à aujourd'hui en télé linéaire. Donc on s'est associé à une autre société du groupe, SGT, donc groupe Hexaglobe. SGT spécialiste de l'automation, donc le pilotage des chaînes, et Bebright, fabricant de serveurs de diffusion. Serveur de diffusion, en gros, c'est un gros lecteur DVD qui joue les films pour une chaîne de télé. Je simplifie beaucoup, mais en gros, c'est ça. Donc on a lancé ce projet avec un client identifié en France. Et l'idée était de se servir des derniers standards de transport vidéo, ce qu'on appelle le ST2110, qui est de la vidéo sur IP. Un nouveau standard a été validé début 2024, ce qu'on appelle le 2110-41. C'est un peu barbant comme terme, mais ce standard permettait de transporter de la métadonnée, mais personne ne l'avait implémenté. Donc on s'est lancé là-dessus. Et là, je vous montre un graphe qui est quand même un peu velu. Bon, en gros, ça, c'est une chaîne de télé. C'est la tuyauterie d'une chaîne de télévision. Et ce nouveau standard nous a permis de transmettre de la métadonnée très haute qualité, de la post-prod, donc vraiment ce qui sort du film produit en post-prod en très haute qualité, et le transmettre, le conserver sur toute la chaîne d'une télé linéaire jusqu'à la diffusion. Et ce projet donc a plutôt bien marché. Il est en cours de déploiement chez ce broadcaster. Et on a pu faire, c'est là où il y a eu un vrai effet de levier avec le CNC, c'est que le fait d'avoir cette aide du CNC, on ne s'est pas posé de questions, on y allait à fond. On aurait pu le faire sans doute avec un financement en interne, mais on aurait peut-être pris un peu plus de temps. Là, ça nous a vraiment libéré de l'énergie. On a alloué des ressources dédiées à ce projet avec l'aide du CNC. Ça a aussi financé une partie de la promotion. Je pense à notre participation au salon NAB et salon CAPSAT pour la société SGT. Et donc, on a mis en avant ce produit avec une première application autour des standards Dolby Vision et Dolby Atmos, mais le concept n'est pas du tout fermé à l'écosystème Dolby. Ça marche aussi avec les formats de Fraunhofer, ce qu'on appelle le MPEG-H pour l'audio immersif, et d'autres formats HDR à venir. On l'a présenté au NAB cette année en avril à Las Vegas. On a eu un prix produit de l'année à ce salon. On a fait une démonstration avec l'Institut Fraunhofer et Junger, une société allemande, à Sao Paulo en août 2025. On a fait une autre démonstration au salon IBC avec Atem,
Canal+, et Dolby au salon IBC, et puis on en a une autre à venir à Interbi au Japon, à la fin du mois de novembre, avec l'Institut Fraunhofer. Et on n'a pas encore signé, mais on a a priori une bonne traction auprès d'une grosse plateforme de streaming aux États-Unis qui est intéressée par la solution, et on espère avoir les premières commandes d'ici la fin du mois de novembre. Donc des très bonnes retombées. Il y a eu un vrai effet d'accélération en fait avec l'aide du CNC. C'était un projet. Oh bah tiens voilà, et le CNC alors. En fait au départ, pour Be-Bright, c'était un projet d'innovation risquée. On avait un client. Donc déjà, on partait pas sans application commerciale. On avait un client, mais la retombée commerciale sur un seul client, il y avait quand même une prise de risque. On n'était pas sûr forcément d'avoir tous les retours sur investissement nécessaires pour financer le projet, mais on avait quand même un client. Les retombées n'étaient pas très claires et vraiment l'aide du CNC, ça nous a permis de prendre plus de risques, d'aller plus vite, de dépenser de l'argent dans la R&D, d'allouer de nouvelles ressources pour ce projet. Donc ça c'est vrai pour Be-Bright, c'est aussi vrai côté SGT qui s'occupait de la partie automation. Donc en termes de répartition, Be-Bright sur le serveur de diffusion, on a dû implémenter ces nouveaux standards. Je pense qu'on était la première société dans le monde à implémenter ce format 2110. Donc implémenter ces nouveaux standards. Et côté automation, donc pilotage de chaîne pour SGT, il y avait toute une finesse de décision pour piloter les systèmes de diffusion en fonction de ces nouveaux standards. Ça implique, je crois qu'on est à plus d'une trentaine de pistes audio au moment de la diffusion. On a 5 ou 6 pistes de métadonnées, donc des choses assez complexes à piloter, et notamment quand on doit gérer l'alternance de contenu standard, donc de la publicité par exemple, qu'on enchaîne avec un blockbuster américain de Hollywood qui balance 30 pistes audio, des métadonnées dans tous les sens. Ça demandait un pilotage très fin, donc on a développé cette solution. En termes de budget du projet, de dépenses R&D, ça représentait à peu près, principalement de la ressource humaine. On était à 320 000 euros pour Be-Bright, 160 000 euros pour la société SGT. Et les subventions, alors on était très très loin des 50% d'aide, mais ça représentait à peu près 113 000 euros pour Be-Bright, 60% versés à l'accord, et puis bientôt le solde. Et 56 000 euros d'aide pour SGT. À 90%, c'était des dépenses de R&D, donc du temps homme, du temps principalement ingénieur, et environ 10% sur les aides aux dépenses de promotion, avec le financement, une participation au financement des salons NAB à Las Vegas et CAPSAT à Dubaï, l'un étant porté par Be-Bright et l'autre par la société SGT. On a aussi apprécié le côté simple du formalisme, ça permettait de se répartir les dépenses sur 2 salons entre 2 sociétés, et c'est passé crème au niveau du CNC, donc on a apprécié cette flexibilité. Petit retour d'expérience donc sur le dispositif. On avait déjà été aidé il y a une petite dizaine d'années par le CNC, par un processus un dispositif qui s'appelait le RIAM à l'époque, qui était très efficace, qui permettait d'atteindre des montants assez élevés, qui était, quand même un petit peu rugueux en termes de formalisme et relativement long. Ça demandait vraiment un investissement et c'était complexe à mettre en œuvre, très efficace mais complexe. Le nouveau système est relativement simple. C'est-à-dire qu'on a eu l'idée de ce projet, je crois, peut-être en mai 2024. On a fait un premier appel dans la foulée, et puis le dossier s'est monté en interne de manière assez simple. On a fait 1 ou 2 allers-retours. Donc il y a une aide, vraiment le CNC est à l'écoute, ils fournissent des commentaires pour nous aider dans le montage du dossier. Ça s'est fait de manière assez naturelle. Et le formalisme, ce qui est intéressant, c'est que le formalisme est vraiment gérable en interne. On n'a pas besoin de passer par des sociétés expertes dans le financement de l'innovation, qui vous demandent des fortunes pour faire du montage de projet. Là, on peut vraiment, en fait, à partir du moment où on a une bonne connaissance de son projet, et qu'on sait en parler, le formalisme du CNC, il est naturel. J'irais même un peu plus loin, si quelque part on a des difficultés à remplir le document du CNC, c'est peut-être que le projet il n'est pas encore assez mûr, ou qu'on n'a pas encore vraiment bien compris ce qu'on voulait faire. Ça va revenir. Donc vraiment, voilà, formalisme relativement simple, des prises de décision en commission relativement rapides, à la fois au début du projet et à la fin du projet. Et puis fin du projet, donc là c'est tout frais, on a fini le projet fin août 2024. Donc un petit peu de boulot quand même administratif en septembre pour fournir les justificatifs. D'un côté un rapport pour expliquer ce qu'on a fait,
Et l'objectif n'est pas forcément que ça ait marché, il y a une prise de risque. Donc on explique les difficultés qu'on a rencontrées, parce qu'il y en a eu, les choses qui ont bien marché, les retombées à venir surtout, parce que ce sont des projets de long terme, et puis toute une partie administrative comptable. Donc les dépenses engagées, les feuilles de temps, les bulletins de salaire, tous les bulletins de salaire. Mais donc ça montre que le CNC vérifie quand même bien où les dépenses sont mises. Mais voilà, dispositif efficace. Moi je trouve que c'est un très bon moyen. En termes de financement de l'innovation ou du montage de projets en production, on est quand même sur quelque chose de peut-être de plus simple que les pôles de compétitivité ou les appels à projets. Et je trouve que c'est un très très bon moyen. Je remercie encore le CNC pour cette aide. Nous, ça nous a vraiment fait gagner du temps. On a pris des risques, on aurait sans doute pris moins de risques sans cette aide du CNC. Encore une fois, on aurait fait le projet, mais on n'aurait pas poussé aussi fort à l'international pour essayer de promouvoir ce projet. Et là, aujourd'hui, on a des nouvelles retombées. Donc, on est en train de travailler sur un nouveau standard. On participait à une conférence sur le 2110-43, encore un autre acronyme, qui concerne le sous-titrage cette fois-ci. Et donc on a plein d'applications à venir sur ces nouveaux formats qui permettent en fait de faire de la télé linéaire, mais à un niveau de qualité qui n'existait pas auparavant. Et pour une petite société, une petite entité comme nous, clairement ça nous permet de nous mettre en compétition face à des géants mondiaux, ce qui ne serait pas possible sans l'aide du CNC. Donc je vous remercie au nom de toute l'entreprise et au nom d'SGT. Merci beaucoup. Donc des nouveaux projets à venir dans les mois qui viennent sur le dispositif. Je précise que c'est une aide au projet, comme vous l'avez compris, et pas à la structure. Donc il est tout à fait possible de redéposer une fois qu'un projet est soldé, voire de déposer plusieurs projets si vous arrivez à identifier des lots de développement au sein de votre structure qui pourraient être adaptés à nos critères. C'est à vous. Si vous avez des questions, parce qu'il y a sans doute plein de choses qui n'ont pas été dites, oui. Alors, on n'a pas de micro, mais je vais répéter la question comme ça. Alors, bonjour, merci pour la présentation déjà. J'avais deux questions. La première, c'est sur les deux aides, que ce soit l'aide du coup à la réalisation ou l'aide à la... J'ai oublié le terme. Faisabilité. Est-ce qu'il y a une obligation de résultat du coup? Et deuxième question, est-ce que c'est possible pour une entreprise de pouvoir postuler sur la même période de temps sur deux collèges en proposant du coup de projets distants, de postuler sur deux collèges différents du coup? Ok, donc la première question c'est est-ce qu'il y a une obligation de résultat sur les aides, donc que ce soit une aide à la faisabilité ou à la réalisation. Alors l'obligation de résultat, on va dire que nous, on attend de voir que les dépenses ont été faites et on vous demande donc ce fameux bilan technique pour nous expliquer si vous avez réussi à mettre en place le projet, comment ça s'est passé, mais si vous n'avez pas réussi, ça nous intéresse aussi. Si vous dépensez moins que ce qui était prévu au départ, vu que c'est au prorata, vous êtes peut-être amené à rembourser une partie de la subvention. Mais on va pas venir dans vos locaux vérifier concrètement. Donc on attend surtout, en fait nous on peut faire qu'une vérification comptable réellement et ce bilan technique. Après on vous revoit sur des événements comme voilà ici le Satis, on essaie de se déplacer. On n'a malheureusement pas le temps de venir voir chaque boîte. Donc on profite des événements comme aujourd'hui. Voilà. Juste pour compléter et le dire un peu vulgairement, on peut aider un projet qui se plante. Ça arrive, mais il faudra justifier des dépenses pour obtenir le solde. C'est évidemment pas la philosophie du dispositif. Encore une fois, réponse à un besoin de marché, donc on veut vous accompagner dans le développement et que ça marche. Mais là, c'est comme l'a dit Guillaume, l'a évoqué plusieurs fois, ça peut être une prise de risque aussi, hein, effet de levier, prise de risque. Donc on a des projets malheureusement qui débouchent sur aucun potentiel client et voilà, mais il pourra être subventionné. Par contre, voilà, si vous savez que le projet est amené à changer en cours de route, là vous devez impérativement nous contacter parce que les experts se sont mis d'accord sur un projet spécifique avec un certain montant et certaines dépenses parce que vous allez fournir des devis au moment du dépôt de dossier. Donc si maintenant l'orientation globale du projet change, vous devez impérativement nous contacter pour voir si c'est possible, si ça reste un peu dans le spectre du premier projet. La deuxième question, pardon. C'était est-ce qu'on peut cumuler, est-ce qu'on peut déposer à différents collèges et même je vais aller plus loin, est-ce qu'on peut déposer plusieurs dossiers en même temps? Oui, c'est possible. On a parfois des sociétés qui ont plusieurs projets dans leur tiroir qui vont déposer en même temps, même au même collège, une aide à la faisabilité et une aide à la réalisation sur deux projets différents.
Et ça arrive que les experts soutiennent les deux projets en même temps. Mais par contre, ça vous fait une charge importante en tant qu'entreprise. Parfois, certaines entreprises ont tendance à la minimiser et après, parfois peuvent être un peu en panique en nous disant oui, mais en fait, vous ne nous versez pas 100% des subventions. Non, on verse que 60%. Donc si vous lancez deux projets en même temps, vous avez 2 ans pour faire 2 projets. Donc c'est une charge importante. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte. Et donc, de nouveau, aucun problème. Si vous avez des projets qui s'adressent à 2 collèges différents, vous pouvez déposer à la fois au collège tournage, au collège diffusion ou au collège production numérique. Les commissions sont à peu près en même temps. Il n'y a pas de problème par rapport à ça, mais on communique entre nous, évidemment. Donc lorsqu'on a un premier retour d'expert d'un collège, ça peut être reporté au collège d'après. On peut faire une remarque en disant voilà, ce projet a été soutenu ou non, et voici les arguments des experts. Pour parler justement des commissions, on a 4 commissions donc par an, par collège. Actuellement, le calendrier, c'est 3 avant l'été, 1 à l'automne. Pour rentrer, on doit clôturer généralement nos budgets en décembre, donc c'est pour ça qu'on fonctionne comme ça. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, monsieur. Les associations sont-elles éligibles? Est-ce que les sociétés ou associations doivent avoir une durée d'existence préalable avant de poser un projet? Et vous avez parlé de l'automne. Oui. C'est une notion que je ne connais pas trop. Alors, est-ce qu'elle est déjà passée? Alors, la première question, donc, c'est oui, les structures associatives sont éligibles. Deuxième question, non, on ne demande pas qu'elles aient une durée de vie, une durée d'existence. Par contre, on va demander qui sont les profils qui sont au sein de cette association pour s'assurer que les personnes qui portent le projet ont de l'expertise et connaissent le secteur. La commission, il y en a une aujourd'hui même. Codification du collège production numérique, c'est aujourd'hui. Moi, collège tournage, c'est jeudi prochain. Et la tienne, elle est bientôt. Et la mienne est fin novembre. Et le dépôt a lieu à peu près 2 mois avant la commission. Donc le dépôt était en septembre, début septembre. Donc voilà, il faut bien anticiper ça. Ouais, alors pour 2026, j'ai pas les dates de dépôt des autres collèges. Sur le collège diffusion, c'est par exemple le 15 décembre et la commission se réunit début février. Toutes les dates de dépôt, pardon, pas les dates de commission, mais les dates de dépôt sont consultables sur l'ensemble des 3 pages des différents collèges. Donc n'hésitez pas à regarder ça pour anticiper, sachant que comme l'a expliqué Julie, les dépenses sont éligibles uniquement à compter de la date de dépôt. Ça, c'est une règle européenne sur les aides, donc il faut être vigilant là-dessus aussi par rapport au dépôt. Donc dans le même style, autre question, je pense avoir la réponse, mais est-ce qu'il y a une condition sur les fonds propres? Pas chez nous, non. En revanche, on va regarder la capacité de l'entreprise à financer le projet. Donc in fine, on va quand même regarder un petit peu ça. Donc dans l'annexe financière Excel qui accompagne le dossier, on vous demande un certain nombre d'éléments, devis prévisionnel, compte de résultat prévisionnel, où on analyse la santé financière de l'entreprise au regard de l'ambition du projet. Il y avait donc une question de monsieur de nouveau au fond. Savoir aussi, alors j'en ai encore 2. La première, c'est est-ce qu'il y a des contraintes quant au code APE des entreprises qui peuvent postuler pour ces aides-là? Et la deuxième, c'est sur du coup le versement du complément de la subvention. À quel moment intervient la clôture? C'est vous qui choisissez la date de clôture? C'est en fonction de la durée du projet? Alors, première question, non, il n'y a pas de code APE spécifique demandé. On le demande, mais c'est juste à titre informatif. Pour la clôture du projet, c'est vous, en fait, qui revenez vers nous, en déant les 2 ans, idéalement, lorsque vous avez fait toutes vos dépenses. Donc, vous nous fournissez un devis prévisionnel. Lorsque ces dépenses sont faites, vous revenez vers nous, et là, on fait l'instruction du dossier. Et à ce moment-là, voilà, comme on disait, on vous verse les 40%, enfin le solde restant. Et cette instruction, elle est accompagnée donc des factures acquittées, bilan technique. Mais vous pouvez faire un projet en 2 mois, ça arrive. Si c'est justement un loueur qui doit renouveler son parc matériel, il est soutenu. En général, l'achat, ça peut prendre 2 mois. Il revient directement, comme ça, c'est soldé et il peut passer à autre chose. On vous conseille de solder dès que les dépenses sont terminées, parce qu'après, c'est aussi pour vous récupérer toutes les factures, ça prend quand même du temps.
Sur ce point-là, un partage d'expérience. Notre projet, c'était septembre 2024. Et je crois que dans la déclaration, on finissait en juin. Ça devait être le timing initial. Juin, on a mis un peu de temps à démarrer. Donc juin, on n'avait pas atteint tout le niveau de dépenses. On a attendu d'avoir clôturé nos dépenses. Donc fin août, on a refait nos comptes et on a vu qu'on était un tout petit peu au-dessus du budget initial. C'est comme ça que ça s'est fait de manière très... Même si on avait encore des choses à faire sur le projet. Donc on a clôturé à fin août. On a fourni tous les documents comptables et justificatifs sur le mois de septembre. Je crois que c'était... les derniers échanges, ça doit dater de fin octobre. Et normalement, semaine prochaine, on aura peut-être le paiement du sol si tout va bien. Donc c'est relativement rapide en fait, une fois que les justificatifs sont envoyés. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui. Est-ce que les aides sont cumulables, notamment avec l'ANS, dans le cadre du sport, qui est des dispositifs d'aide à la production sportive pour le groupe? Alors déjà, je vais rappeler une chose importante. Nous, le CNC, on ne finance que les œuvres qui rentrent dans le périmètre CNC, donc les œuvres de stock. Donc c'est pour ça, ici, par exemple, le projet Méta HD, il y avait une partie sur la fiction, le cinéma. Le sport, ça rentre pas tout à fait dans notre périmètre, parce qu'on n'est pas sur des enjeux. Nous, le CNC, ça va être long métrage, court métrage. On va être sur les jeux vidéo aussi maintenant. Sinon, la captation de spectacles vivants. Mais on est quand même sur des projets techniques qui adressent ces secteurs-là. Le cumul des aides, en réalité, nous, on applique déjà le plafond. C'est-à-dire que quand on est ici... les montants ici indiqués, ce sont déjà les plafonds du règlement général d'exemption par catégorie. Donc en réalité, si vous avez déjà une aide, nous on peut pas cumuler. Ou alors on va devoir réduire considérablement le taux et en fait on s'amuse pas à calculer comme ça. Donc il faut que ce soit des dépenses qui n'ont pas été aidées ailleurs. Par contre, ça peut être d'autres dépenses sur votre projet, mais vous ne les présenterez pas au CNC si elles sont déjà soutenues. Et ça marche aussi sur les emplois aidés. Si un emploi est aidé, il ne peut pas être de nouveau aidé, nous, en création d'emploi, dans le cadre du projet. Petit complément, donc sur la production, ça ne vous concerne pas, mais sur les aides à l'innovation, typiquement l'aide du CNC, d'un point de vue comptable, on doit la déduire des crédits impôt recherche ou crédits impôt innovation. Donc c'est à prendre en compte quand même dans la vision globale comptable du projet. Autre question? Oui. Bonjour, je voulais simplement savoir si le CNC définit en fait des priorités d'investissement sur certains projets. Est-ce que en fait en fonction de l'utilité, vous priorisez certains projets, et d'autres après forcément en fonction soit du choix artistique ou soit d'un choix innovateur, vous priorisez en fonction un peu de certaines années la ligne directrice un peu de CNC? Alors non, mais on a des experts en commission qui, eux, ont une bonne vision de ce qui est attendu et des points, on va dire... il y a toujours des projets techniques qui sont plus attendus par le secteur et donc les experts vont avoir tendance à les soutenir plus rapidement et à dire « Ah ben oui, ça c'est exactement le projet qui nous manquait ». Donc nous, on n'a pas, en tant que CNC, on n'a pas vocation à influencer nos experts. Mais eux, par contre, ont une bonne connaissance du secteur et donc des projets qui ont le plus de pertinence aujourd'hui. Mais pour compléter, la matrice de critères et la grille d'analyse IA qu'on a évoquée, ce sont les mêmes critères pour tous et chaque projet est analysé indépendamment. Donc là-dessus, on est évidemment le plus neutre possible sur ces questions-là. Il y a aussi, en tout cas, on peut envisager aussi de faire des appels à projets spécifiques sur des sujets donnés. Le CNC fait ça de temps en temps et du coup dans ces cas-là effectivement on impulse une direction sur l'appel à projet qui est en... Ah non, le sport ça rentre pas dans le... Bien tenté le sport. Non, on l'a fait par exemple sur l'exploitation en salle de cinéma, sur le marketing digital il y a quelques années. Donc ça a été c'est dans le cadre de la commission. Mais il y a une orientation spécifique qui est donnée, c'est les mêmes experts qui jugent les projets, voilà. Mais c'est un appel à projet où on veut attirer des projets de ce type-là spécifiquement. Et je vais ajouter qu'on n'est pas en tension budgétaire, donc il ne faut pas non plus penser que s'il y a un projet, il va prendre plus et que les autres auront moins. Ça, c'est pas pour nous, ça ne marche pas comme ça. Donc voilà, le taux de sélectivité, il est vraiment sur la qualité des projets.
n'est pas dû à une enveloppe qui est trop, qui n'est pas assez élevée ou pas adaptée aux besoins. En général, on rentre dans notre enveloppe chaque année. Tout à fait, c'est une aide qui est pérenne dans le temps, hein. Voilà, donc ça, là-dessus, vous nous verrez encore quelques années au Satis si tout va bien. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions, réflexions? Et peut-être en complément aussi, si vous vous posez la question du collège à adresser en fonction de votre projet, il y a des projets qui peuvent être à la frontière entre plusieurs collèges, vous ciblez un des collèges qui vous semble le plus pertinent, ne vous inquiétez pas, comme a dit Julie, voilà, on se parle entre nous et du coup votre projet est réorienté s'il a plus de chances d'être bien compris dans un autre collège que celui que vous avez adressé. D'ailleurs, la liste des experts, elle est publique. Vous avez en fait vraiment beaucoup d'infos sur les pages de chaque collège. Donc vous avez les dates de dépôt, mais aussi la liste des experts. Donc pour comprendre les profils et les expertises adressées. Donc voilà, ça peut aussi aider dans ce choix de à quel collège je m'adresse. Voilà. Réflexion, remarques, questions. Juste une petite remarque, je ne sais pas si c'est encore vrai, mais à une époque, les projets aidés, l'historique était disponible sur votre site, et ce qui est assez pratique pour avoir une première idée. Si quand on a une idée, un projet, on regarde l'historique les 3-4 dernières années, les projets qui ont été aidés, et on voit à la louche si on est à peu près dans les clous ou pas, quoi. Donc c'est une bonne façon de démarrer avec le dispositif, de regarder l'historique. Eh bien, on va vous remercier tous et vous souhaiter une belle soirée. Merci à vous.